Scolarisé dans un collège international, il a depuis tout jeune été encouragé à comprendre l'autre, celui qui ne partage pas nécessairement les mêmes convictions que lui. Ce dialogue interculturel, il veut aujourd'hui le mettre au service de la population en faisant partie de la fondation « Ceci n'est pas une crise ». Notre invité d'aujourd'hui est Éric de Beuquelaar. Bonjour. Bonjour. Lors de cet échange, nous allons nous intéresser plus particulièrement à votre engagement dans cette fondation « Ceci n'est pas une crise ». Alors que tous les médias nous rabâchent que nous sommes en train de vivre une crise identitaire, politique, économique, votre fondation prend le parti de dire non, finalement, nous ne traversons pas une crise, mais nous sommes en train de vivre une réelle mutation de la société. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire plus sur les buts de cette fondation ? Oui. Donc, je vous remercie d'avoir rappelé que j'ai eu une grande chance, enfin, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie à différents niveaux, mais entre autres, entre 16 et 18 ans, d'être plongé, j'avais une bourse d'études, d'être plongé dans un milieu international où des jeunes garçons et filles de 16 à 18 ans comme moi, venant du monde entier, étudier ensemble, et des Palestiniens, des Israéliens, en plein apartheid à l'époque, des Sud-Africains noirs et blancs. C'était l'époque où il y avait encore le mur de Berlin, des gens de l'Europe de l'Est et de l'Europe de l'Ouest. Et donc des jeunes qui n'étaient pas forcément d'accord. Et en même temps, l'idée de ces collèges qui ont été créés par un pédagogue juif allemand qui s'appelle les collèges du monde uni, United World College, c'était de se dire, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, nous sommes dans un monde très compliqué, avec des gens très différents, et pourtant on est condamné à vivre ensemble, et donc à découvrir que celui qui est différent, eh bien, il peut m'enrichir. Et donc, j'ai été très honoré quand, il y a quelques années, maintenant, il y a 2 ans, Jean-Pascal Laby, qui est dans le civil, qui a été ministre socialiste, mais qui est président aujourd'hui des secrétaires généraux ou président, je ne sais même plus, des mutualités socialistes, m'a dit, est-ce que tu voudrais rejoindre cette fondation ? Je le connaissais un peu par ailleurs. Et je me dis, mais que fait-elle ? Qui sont dans cette fondation ? Il me dit, Philippe Maystadt, Louis Michel, donc des gens quand même politiquement, ou Monica Franzoni, donc qui est une Italienne, mais qui a été la présidente européenne d'Écolo, donc toutes les forces démocratiques sont représentées, mais aussi des gens comme Pierre Kroll, donc un humoriste bien connu de chez nous, ou alors Éric Dombe de Peridaisa, ou Bruno Coleman en économie, des sociologues, donc des gens de gauche, de droite, des croyants, des agnostiques, des athées, des gens un peu, quelques néerlandophones aussi, des francophones. Et qu'est-ce que ces gens veulent faire ensemble ? Pas qu'ils soient toujours d'accord, surtout moi je ne suis pas d'accord toujours sur tout ce que les autres disent ou racontent sur la société, et c'est très bien. Mais c'est un peu comme dans ces collèges, c'est-à-dire nous sommes différents, mais c'est une richesse. Alors, la crise, je crois que la première fois que j'ai entendu parler de crise, c'était lors du premier choc pétrolier en 71. Je suis né en 63, donc j'avais 8 ans. Donc depuis que j'ai 8 ans, il n'y a pas une année sans que des analystes nous disent on est en crise. Oui. Mais une crise qui dure, j'ai 53 ans, faites le calcul, une crise qui dure un demi-siècle, ce n'est plus une crise. Ou alors, si on veut être savant, on dit c'est pas conjoncturel, c'est structurel. Mais quand ça veut dire que c'est structurel et non pas une question de conjoncture, donc ce n'est pas quelque chose qui va se rétablir, non, c'est quelque chose qui est durablement en train de changer. Ça veut dire qu'au fait, non, nous sommes dans une mutation de société. Quand on dit ceci n'est pas une crise, ça ne veut pas dire que tout va bien, on est bien conscient que tout ne va pas bien. Évidemment. Mais tout ne va pas bien, pas simplement parce que les politiciens ne font pas leur boulot, que les élites sont tous des pourris ou tout ce qu'on peut nous rabâcher, mais tout simplement parce que ce monde est en train de se transformer. Et ce que la Fondation « Ceci n'est pas une crise » veut essayer de faire, c'est d'abord d'expliquer aux gens que ce monde est en train de changer. Il ne faut pas tirer sur le pianiste. On peut être critique, on peut ne pas être d'accord avec tel gouvernement ou telle autorité, mais de dire tous ceux qui nous gouvernent, quels qu'ils soient, ça ne vaut rien, donc renversons la table, jetons le bébé avec l'eau du bain, ça par contre, c'est ouvrir la voie vers des aventures beaucoup plus dangereuses. Il y a une phrase, une des nombreuses phrases qui nous inspire beaucoup, qui est celle qu'a prononcée Antonio Gramsci, qui était le fondateur du Parti communiste en Italie, mais qui disait à propos de l'époque où le fascisme entrait en jeu de plus en plus, il a d'ailleurs été victime du gouvernement de Mussolini, il disait « L'ancien monde est en train de mourir, le nouveau monde n'est pas encore arrivé, et c'est dans ce clair-obscur qu'apparaissent les monstres. » C'est-à-dire, quand on est entre deux chaises, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien oui, cette mondialisation, le fait que le numérique va encore nous faire perdre sans doute des emplois partout, on le voit bien, le fait que beaucoup de personnes ne savent plus très bien à quel sein se vouer, se disent nos enfants vivront moins bien que nous et ainsi de suite. La peur est présente. Alors la peur, elle est naturelle, elle est humaine, elle peut être saine, mais si la peur est ce qui va commencer à dicter tous mes réflexes, alors la peur va devenir une espèce de cancer qui va me manger. Parce que très vite, cette peur va se muer en peur des autres. Ouais. Et c'est là que, pour citer une des personnes qui nous inspire beaucoup, qui est Amin Maalouf, qui a rencontré certains des premiers administrateurs de la Fondation, quand il parlait des identités meurtrières. C'est-à-dire que quand la peur commence à me prendre, eh bien, je vais commencer à me protéger et du coup, moins je suis sûr de moi à l'intérieur de moi-même, plus je vais me construire une carapace contre l'autre. Et c'est tous les replis identitaires que l'on rencontre aujourd'hui, qui ne sont pas des signes de force, qui sont au contraire le signe d'une très grande fragilité et faiblesse. Je compare souvent avec l'adolescent. L'adolescent, il est souvent un peu too much, comme on dit. Le garçon joue un peu au caïd ou la fille à la bimbo, parce qu'il n'est pas sûr de lui-même, donc il doit se construire un personnage. Mais nous, comme adultes, il nous arrive tous d'avoir des moments, des régressions mentales, c'est-à-dire de retomber en adolescence, crise de la quarantaine, de la cinquantaine. Bon, tant que c'est une évolution personnelle, ça peut faire partie je dirais, oui, de notre évolution et peut nous faire grandir. Mais quand ça devient quelque chose de collectif, et quand une société, d'une manière un peu collective, est en régression et se cherche des façades, et se cherche des carapaces, là, c'est dangereux pour la démocratie. Et aujourd'hui, on le voit dans deux domaines. On le voit curieusement, du côté religieux. C'est un homme de foi qui vous parle. Mais quand la religion devient une espèce de paravent, ce qu'on appelle le fondamentalisme, c'est-à-dire la religion, je me cache derrière la religion. La religion devient plus, non pas le mot latin le dit, religion, religare, ce qui me relie, mais elle devient à l'inverse, ce qui me coupe de l'autre. Parce que je m'enferme dedans. Et donc, on parle beaucoup de l'islam parce qu'il est vraiment dans une crise identitaire forte, donc évidemment le fondamentalisme musulman. Mais il y a du fondamentalisme chrétien, il y a du fondamentalisme hindou, il y a du fondamentalisme juif, il y a même du fondamentalisme agnostique ou athée. Chez certains, vous avez des fondamentalistes, de bouffeurs de curés, tout ce qu'on veut. Quand ça devient une façade, ça me coupe de l'autre. Et alors, par un espèce de jeu de miroir, ce fondamentalisme fait peur et il engendre en politique alors des replis identitaires, c'est-à-dire mettons des murs, méfions-nous de tous ceux qui ne sont pas comme nous, les étrangers, attention, les ceci, attention. Et c'est ce que j'appelle le pacte des faucons, c'est-à-dire que l'un renforce l'autre. Plus il y a des fondamentalistes, plus il y aura des identitaires. Plus il y aura des identitaires, plus, par exemple, les jeunes musulmans qui se sentiront rejetés et risquent de tomber dans le fondamentalisme. Et c'est vraiment un jeu qui se répond. La grande victime, c'est le vivre ensemble, c'est la démocratie. Et la Fondation est un de ces témoins qui essaye de contredire ça. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons des conférences. Oui, concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place pour pallier ? Mais d'abord, je pense que parfois, c'est aussi un peu ce qu'on est. C'est-à-dire, je dirais, sans trop de prétention, mais j'espère que les gens, nous voyant ensemble, ici à l'Université de Namur, une conférence où Jean-Pascal Labille, Éric de Beuquelard, Monica Frassoni, enfin des gens qui, quand même, pour ceux qui nous connaissent un peu, on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on va défendre ensemble ? Mais si on arrive à s'entendre, ça veut dire qu'il y a quelque chose au-delà de nos différences qui est plus importante. Deux, le fait de parler, d'aller voir des gens, de leur demander aussi, nous demandons aux gens, mais est-ce que vous ne voulez pas devenir nos ambassadeurs, c'est-à-dire témoigner de cet idéal là où vous êtes ? Est-ce que vous ne voulez peut-être même pas nous aider un peu financièrement, parce que ça coûte aussi certains. Est-ce que vous ne voulez pas nous consacrer du temps ? Ça c'est aussi, donc c'est les trois choses. Est-ce que vous pouvez, ne fût-ce que diffuser notre message ? Est-ce que vous pouvez nous aider ? Et si vraiment vous pouvez, est-ce que parfois vous pourriez, au nom de la Fondation, aller dans des écoles, dans des classes, continuer à distribuer, à dire la bonne parole, si je puis me permettre. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment cette question, parler, donner le message. Deux, nous publions des livres, des petits livres, des livres faciles d'accès. Donc on a publié un livre de programme sur la Fondation, mais il y a un livre sur les jeunes qui va sortir, il y a un livre qui vient de publier les mots de l'espoir, c'est-à-dire quels sont les mots pièges et quels sont les mots phares, quels sont les mots qui enferment l'autre, quels sont les mots qu'on peut utiliser dans un vocabulaire qui l'élève. Il va y avoir un livre spécialement par des jeunes, pour les jeunes,
Moi-même, pour ceux qui sont plutôt dans la réflexion philosophique, je vais publier avec Baudouin de Charneux, qui est un professeur à l'ULB, quelqu'un, une fois de plus, mais qui est un ami, l'urgence humaniste, c'est-à-dire philosophiquement, en quoi est-ce que l'humanisme est vraiment nécessaire, ce que nous appelons un plaidoyer pour une nouvelle renaissance, retrouver le sens de l'homme aujourd'hui au XXIe siècle. Et alors, il y a également un travail avec certains sociologues qui font partie de la Fondation de grande enquête. C'est-à-dire, nous allons publier d'ici quelques semaines une grande enquête sur, en Belgique, comment les gens vivent le vivre ensemble, comment ils se sentent en démocratie. Et en plus, c'est une double enquête. Il y a eu une première enquête avant les attentats et une après, de voir quels sont les glissements, quels sont les risques, quels sont aussi, à travers cela, parce que bon, les enquêtes c'est bien gentil, les pistes de sortie si on veut s'en tirer par le haut, c'est-à-dire sans justement s'enfermer dans l'identitaire, mais au contraire en le dépassant ou en ayant des identités mais qui soient ouvertes, qui soient un chemin vers l'autre. Oui, parce que finalement, les identités, comment un individu aujourd'hui peut-il structurer son identité? On voit qu'avant, c'était via les grandes institutions, comme l'État, l'école, l'Église. Mais aujourd'hui, voilà, l'individu a perdu un peu tous ses repères. Donc, Je ne pense pas qu'il ait perdu tous ses repères. La différence, c'est qu'il y a beaucoup plus de repères. C'est-à-dire que dans le temps, quand je dis dans le temps, à l'époque des villages de nos grands-mères, vous aviez monsieur le curé, vous aviez le bourgmestre, vous aviez le baron et l'instituteur. Oui. Et peut-être celui qui s'occupait de la taverne. Bon. Aujourd'hui, je dirais la génération intermédiaire, ça a été la génération TV. La TV qui nous ouvrait sur le monde. Toute la famille était devant la télé, donc l'église du village était déjà un peu moins présente, c'était la télé. Aujourd'hui, le centre du monde, c'est l'écran de l'ordinateur ou du smartphone. Et donc, il y a plein d'informations. Et c'est pourquoi, en général, se construire une identité prend beaucoup plus de temps. On devient adulte beaucoup plus tard. Aujourd'hui, on nous dit que entre 18 et 24-25 ans, c'est le vrai moment de l'adolescence. Avant, c'est la puberté. Et que la post-adolescente, c'est 25-35 ans. Et donc, pourquoi? Parce que le monde est plus complexe, ça prend plus de temps. Il ne s'agit pas de nier les identités, il s'agit au contraire de les assumer, mais de l'intérieur. Moi, j'utilise souvent l'image, je dis, nous sommes des vertébrés, c'est-à-dire que notre colonne vertébrale, elle est à l'intérieur. Nous ne sommes pas des crustacés avec une grosse carapace parce qu'on est mou à l'intérieur. Ça, c'est l'identitaire. Donc, construisons notre colonne vertébrale. Ça prend plus de temps, mais je suis persuadé, et je m'inscris en faux quand on dit que les églises, l'État et tout ça n'ont plus d'importance. Ce n'est pas vrai. Les jeunes s'intéressent à la politique autrement, mais ils s'intéressent. Le film Demain, eh bien, le signe que nous sommes dans une génération de jeunes citoyens. Et donc, il faut capitaliser là-dessus. Évidemment, c'est un peu différent et ils ne se rêvent pas tous immédiatement à la Cour des comptes ou à la Cour de cassation, tout ça. Mais dans l'engagement, la recherche spirituelle, dire que les jeunes n'ont pas de recherche spirituelle, ce n'est pas vrai. Alors, elle ne les mène peut-être pas d'emblée vers l'église du village, parce qu'on est dans un monde où les rythmes sont très différents, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne cherche pas. Et peut-être qu'à un moment donné, ce sera à travers la rencontre du Christ. Moi, je ne m'attendais pas à devenir prêtre, ça m'est tombé dessus. Mais je veux dire, pas pour ça mais que des jeunes en couple ou quoi se disent, mais tout compte fait, ce message qui m'a été transmis. Et peut-être que plus tard, avec des enfants, ils retrouvent le chemin de l'Église ou pas. Ce n'est pas important. D'autres, ce sera à travers peut-être d'autres chemins spirituels ou en disant, je n'ai pas forcément de religion, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de religion ou même parce qu'on est athée qu'on n'a pas de spiritualité. Il faut une intériorité. Donc, il faut un engagement politique. Il faut, moi, comme prêtre, je ne suis membre d'aucun parti politique et je dirais déontologiquement, j'ai des idées politiques comme tout le monde, mais je ne dirai jamais comment je vote ou pour qui je vote. Mais ce n'est pas pour ça que je n'ai pas un discours politique. En étant à la Fondation, justement, sans être partisan, oui, j'ai un engagement politique. Donc, tout être humain, quel que soit son état de vie, a une intériorité, une spiritualité. Tout être humain a un engagement citoyen. Tout être humain a une responsabilité sociale. Et donc, ça se vit différemment qu'à l'époque de nos grands-mères. Monsieur le curé, le curé c'était le spirituel, le bourgmestre c'était le politique et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus pluriel, c'est beaucoup plus changeant. C'est beaucoup plus riche peut-être, c'est beaucoup plus fragile parce que c'est moins des rails, c'est plus des réseaux. Mais c'est une chance aussi, donc je crois qu'il faut le saisir comme une chance. Mais comme disait Gramsci, l'ancien monde est en train de mourir, le nouveau monde, on le voit advenir, mais
Et dans ce clair-obscur, là, jaillissent les monstres, parce que si c'est la peur qui prend le dessus, alors ça. Et moi qui ai un blog, qui suis sur Facebook, parce que j'aime bien aussi, c'est un hobby, j'étais porte-parole des évêques, donc je suis la communication fait un peu partie de ce que j'aime. Quand je vois parfois la libération d'une parole parfois violente, d'une parole haineuse, et parfois à travers des gens bien, je veux dire, parce qu'avant, oui, c'était des gens un peu bizarres. On disait, bon, enfin, on voit bien que c'est des gens un peu marginaux. Aujourd'hui, non, c'est des gens mainstream, mais qui à un moment donné, la peur les saisit, et alors la parole devient le contraire de ce que la parole doit être. La parole qui doit être un pont. Je n'ai pas peur d'un conflit, mais un conflit ouvert qui respecte la personne et qui essaye de discuter. Mais non, ce n'est plus ça. La parole devient une arme de destruction de l'autre parce que c'est la peur qui parle. Oui. Donc on remarque vraiment que vous avez un discours très, très engagé. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire passer comme message à tous les pessimistes qui disent « mais non, finalement, ce n'est pas possible, c'est pas possible de changer le monde ». Écoutez, je vais faire... Ceux qui me connaissent bien, ça les fait sourire, parce que ceux qui savent que je suis passionné par la figure de Churchill, parce que je trouve que c'est un homme passionné, avec plein de défauts, qui a fait plein d'erreurs, mais qui est très fort. Et même à la Fondation, de temps en temps, il y en a qui, Pierre Kroll, entre autres, me taquine souvent en disant « tu devrais parler un peu plus du Christ et un peu moins de Churchill ». Mais vous parliez des pessimistes, il y a une très belle formule de Churchill qui disait « un pessimiste, c'est quelqu'un qui voit une difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste, c'est quelqu'un qui voit une opportunité dans chaque difficulté. » Le message, ce n'est pas de dire que le monde est facile, il n'est pas facile. L'avenir n'est pas sans danger, mais il y a des opportunités. Alors essayons de voir les opportunités. C'est vrai, quand on me dit « tu te définis comment ?» Comme un optimiste de combat. C'est-à-dire que l'optimisme, ce n'est pas un truc à bisounours, tout ira bien. Non, c'est un engagement et c'est un combat. Vouloir toujours voir les opportunités, vouloir toujours voir ce qui tire l'homme vers le haut, se dire qu'il y a des possibilités de s'en sortir. Et je crois que c'est ceux qui font un rêve, qui est un rêve fort, qui peuvent... Ils ne réussiront pas toujours, mais qui peuvent tirer les choses vers le haut. Ceux qui font un cauchemar, alors ils tirent vers le bas. Et alors là, je vais quand même terminer, pour faire plaisir à Pierre Kroll, terminer par le Christ. Évidemment, comme prêtre chrétien, le Christ qui, pour moi, a fait ce plus beau rêve, le rêve de l'amour absolu sur l'homme, ça s'est mal terminé sur la croix. Mais pour nous, chrétiens, cette croix, ce n'est pas la fin, c'est un passage vers une autre vie. Et ça fait quand même 2000 ans qu'il y a des gus comme moi qui continuent à parler de ce message et ça les met en route. Donc, c'est pas trop mal. D'accord. Écoutez, sur ces belles paroles, je vous remercie beaucoup pour tous ces éclaircissements. Merci à vous de m'avoir invité.